Je crois que l'idée de Foucault, c'est que dans une société déterminée, tous ces modes de production de la vérité, toutes ces alléturgies, sont connectés les uns aux autres, en rapport les uns aux autres, et que c'est l'ensemble fait système, et c'est cet ensemble, ce systémique, qu'il appelle le régime de vérité. Hein. Ainsi, dans nos sociétés modernes, la méthode expérimentale dans les sciences va de pair avec le développement de l'expertise judiciaire. Et alors, Foucault en a dégagé un projet d'épistémologie historique, c'est-à-dire l'intitulé qu'il avait choisi pour sa chaire au Collège de France, c'était l'histoire des systèmes de pensée. L'histoire des systèmes de pensée, c'est-à-dire l'histoire des savoirs en général, incluant d'ailleurs le savoir juridique, et au fond la question de savoir comment ces régimes de vérité ont évolué au fil des temps, comment ils se sont formés, comment ils évoluent. Alors je crois que cette pensée de Foucault est aussi neuve aujourd'hui qu'elle l'était quand elle a été émise, c'est-à-dire dans les années 70 et jusqu'à sa mort en 85. Elle est aussi neuve parce que certains textes ont été publiés, hein, notamment ces conférences sur la vérité et les formes juridiques, mais beaucoup ne l'étaient pas. Ces cours au Collège de France, finalement, avaient été reçus par les auditeurs, mais pour le reste, nous en ignorions tout. Les publications datent des années 2000-2015, et je crois que c'est une pensée qui n'a en réalité pas encore été exploitée, que nous allons seulement commencer peut-être à exploiter dans le champ d'une épistémologie historique, hein, histoire des savoirs et de la connexion des savoirs, qui se situerait dans la postérité de la pensée fondatrice de Foucault. Donc je m'inscris tout à fait dans la perspective qui était celle de Foucault, mais je dois d'entrée de jeu formuler des réserves sur son travail d'historien, ou en tout cas ses exposés historiques, qui comportent un certain nombre d'erreurs. Qui ne sont pas les siennes. Nous savons que Foucault était un lecteur infatigable, et donc il a lu à peu près tout ce qu'il fallait lire sur les thèmes qu'il abordait, mais nécessairement son discours reproduit l'état des connaissances, l'état de l'historiographie au moment où il écrivait, c'est-à-dire dans les années 70, années 80. Et donc on a une bibliographie qui est datée, et on a des idées qui sont datées, et dont certains nombres sont aujourd'hui controuvés. Bon, brièvement, j'en signale deux. Je signale le droit germanique, l'ineffable droit germanique, qui est un canard auquel nous n'en finirons jamais de tordre le cou. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites que c'est du droit germanique. Manifestement, c'était une attitude très répandue. Et puis alors, peut-être plus précisément, les idées de Heinrich Brunner, qui est un historien allemand de la fin du XIXe siècle, que très peu de gens ont lu, donc très peu de gens l'ont lu de son vivant, et je crois que depuis 100 ans, plus personne ne le dit, mais ces idées se sont retrouvées partout, hein, probablement parce que c'était des idées simples, c'était des réponses simples à des problèmes compliqués, et donc en gros, l'espèce de vulgate qui s'est développée et dont Foucault était encore tributaire, il y a une invention carolingienne, qui est l'invention de l'enquête, l'inquisitio carolingienne, et puis cette enquête passe par la Normandie, arrive en Angleterre et elle devient le jury, ou alors elle reste sur le continent et elle devient l'enquête canonique. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui est en réalité confusionniste. Et qui, je crois, est aujourd'hui complètement réfuté, c'est-à-dire que
suis pas le seul à avoir pris mes distances avec Brunner. Il y a eu pas mal de travaux sur l'enquête, pas mal de travaux de médiévistes sur l'enquête au cours des 10 ou 15 dernières années, et tout le monde est bien d'accord sur l'invalidité du modèle de Brunner. En fait, l'enquête n'apparaît véritablement, l'enquête canonique n'apparaît véritablement qu'au XIIe siècle. Elle n'est pas du tout carolingienne. Et c'est au XIIe siècle aussi que se forme ou achève de se former le jury trial, hein, donc l'utilisation si je traduis littéralement, de l'épreuve par jury, c'est-à-dire les deux formes qui sont deux formes de véridiction des cultures juridiques occidentales. Ce sont les deux régimes de vérité, en fait, et les deux régimes de vérité qui se retrouvent encore aujourd'hui dans le fonctionnement de nos institutions judiciaires, avec un versant common law, Angleterre, et puis les très nombreuses filiales du droit anglais que tout le monde connaît, et les pratiques de véridiction des justices continentales qui restent dans la ligne de leurs origines, c'est-à-dire de l'enquête canonique telle qu'elle émerge au XIIe siècle. Alors, pour comprendre comment s'est opérée cette diffraction, il faut remonter en amont, hein, et ça a été l'objet de mon livre, c'est de remonter à la préhistoire de la séparation des deux régimes de vérité, et c'est en ordre principal dans ce parcours vers la préhistoire des régimes de vérité que je vais vous entraîner aujourd'hui. Alors, dans le langage courant, nous pouvons employer l'adjectif vrai dans deux acceptions complètement différentes, mais que nous comprenons sans problème et sans y penser. Hein. C'est-à-dire que je peux dire, il est vrai que tel jour à telle heure, monsieur Untel a fracturé la vitrine d'une bijouterie et y a pris 3 montres et 2 colliers. Ou je peux dire qu'il est vrai que, à pression constante, un liquide entre toujours à ébullition à la même température. C'est-à-dire que nous avons ce que j'appelle des vérités factuelles, qui sont vérifiables par d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en mobilisant une preuve, la preuve scientifique dans le deuxième cas, les techniques de la preuve judiciaire dans le premier, qui se rencontrent, évidemment nous le savons, qui se rencontrent dans le champ judiciaire avec l'expertise. Mais je peux dire aussi, cette année, le prix Goncourt a été décerné à un vrai écrivain. Sous-entendu, bien entendu, c'est pas toujours le cas. Bon. Ou je peux dire, le droit de l'Allemagne nazie n'était pas un vrai droit. Alors, j'emploie le même adjectif, mais cette fois-ci, non pas pour formuler un jugement de valeur, vrai ou faux, non pas pour formuler, un jugement de réalité, hein, un jugement de réalité sur les faits, mais pour formuler un jugement de valeur. C'est-à-dire que ce que vous apprenez, surtout, vous en prenez finalement moins sur l'écrivain qui a eu le Goncourt, sur le droit de l'Allemagne nazie, que vous n'en apprenez sur mon opinion personnelle et les jugements que je porte à l'égard de ces choses. Donc, nous utilisons très couramment, en fait, deux registres de la notion de vérité. Ce qu'il faut bien comprendre, je crois, avant d'aborder toute approche historique ou anthropologique, c'est que la plus ancienne, la plus enracinée de ces notions de vérité, c'est pas la première, c'est la seconde. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a des vérités factuelles apparaît au fond assez tard. Et apparaît avec les progrès de la pensée juridique d'une part et de la pensée scientifique d'autre part, d'ailleurs couplés ou connectés d'une manière ou d'une autre. Tandis que, si on se tourne vers d'autres cultures, si on se tourne vers
les civilisations du passé, on s'avise très vite que la notion de vérité, en réalité, se forme autour de l'idée d'une certaine respectabilité. Est vrai ce qui est respectable, est vrai ce qui est respectable moralement, ce qui est respectable socialement. Bon, je pourrais faire l'expérience, j'y touche un peu, d'examiner les mots qui disent le vrai dans les différentes langues. Ça se vérifie à tout coup, j'en retiens deux. Le grec aletheia, hein, que nous connaissons. Donc le grec aletheia, c'est ce qui ne s'oublie pas. Donc, la guerre de Troie, en ce sens-là, est vraie, parce qu'elle ne s'oublie pas, elle configure nos cultures et nos univers mentaux, et finalement, peu importe qu'elle ait eu lieu ou non, après tout. Ou alors, ce qui est peut-être encore plus significatif, les langues slaves, parmi lesquelles le russe pravda, qui peut se traduire indifféremment par droit ou vérité. Enfin, le recueil juridique du Moyen-Âge russe, coutumier, si vous voulez, encore que je n'aime pas beaucoup cette désignation. Il est intitulé la Russkaya Pravda, c'est-à-dire le droit des Russes, mais aussi bien la vérité des Russes. Hein. Les notions de droit et de vérité sont dans la langue indissociables. Et alors, j'indique d'emblée, avant d'y revenir plus loin, que dans la philosophie occidentale, mais après tout, je parle dans un séminaire dont l'orientation, les thématiques sont plutôt des thématiques de théoriciens, des thématiques de philosophes. Je crois qu'il y a eu une pensée de la vérité comme vérité du devoir-être, ce que j'appellerais une vérité non pas de l'être ou du fait, mais une vérité de ce qui doit être. Il y a une pensée qui a été majeure et qui a orienté toute la théologie, c'est celle de saint Anselme. Alors, c'est typiquement une pensée qui définit la vérité par le devoir, hein, par une vérité morale. C'est-à-dire que il y a, explique saint Anselme dans son De Veritate, il y a une summa veritas qui est Dieu. Hein, ça c'est la référence à la phrase de l'Évangile qui est citée jusqu'à plus soif dans les temps médiévaux, dont je suis la voie, la vérité et la vie. La vérité suprême, c'est Dieu. Et puis alors, il y a toutes les vérités secondes, mais le critère des vérités secondes, c'est la rectitudo, c'est la correction. Alors là, c'est un mot qui revient continuellement dans la pensée d'Anselme. Veritas id est rectitudo. Les choses, les hommes, les discours sont vrais quand ils font ce qu'ils doivent. Bon, par exemple, des êtres de la nature, comme le feu, c'est l'exemple que donne Anselme, les êtres de la nature sont vrais quand ils correspondent au projet de la providence, quand ils correspondent au projet du Créateur. Donc le feu est vrai quand il chauffe. L'homme est vrai quand il aime son prochain. Alors ici, évidemment, on introduit une autre notion, puisque l'homme qui n'aime pas son prochain ne serait pas un homme vrai. Ce qui signifie que dans ce cas-là, la vérité s'identifie à la justice. Il n'y a pas d'écart entre vérité et justice. Et d'ailleurs, saint Anselme le dit explicitement, il faut aller jusqu'au bout de la logique. S'agissant des hommes, la vérité et la justice ne font qu'un. Et enfin, si on s'attache à des énoncés du discours, eh bien, il y a une correction interne qu'il faut d'abord prendre en compte et qui est une correction de type logique ou grammatical. Donc, si je dis, c'est toujours Anselme qui parle, si je dis « il fait jour », je produis un énoncé vrai parce qu'il fait sens. Il est grammaticalement correct et tout le monde comprend ce qu'il veut dire, l'énoncé fait ce qu'il doit, mais évidemment, ajoute Anselme, on pourrait introduire
un autre problème. Si cet énoncé « il fait jour » était prononcé par quelqu'un entre le coucher et le lever du soleil, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on introduirait le problème de la correspondance entre l'énoncé et une réalité extérieure, donc c'est la vérité factuelle qui commence là à montrer le bout du nez, mais dit Anselme, ce n'est pas vraiment la question, parce que cette question-là, elle est accidentelle. Il est accidentel que le propos soit prononcé de jour ou qu'il soit prononcé de nuit. Mais il faut avoir égard à sa correction intrinsèque, qui est une qualité de l'énoncé, et qui donc résiste à toute vérification extérieure. Bon, retenons la pensée d'Anselme, parce que nous allons la retrouver à un stade ultérieur, quand il s'agira d'affronter la question de la vérité judiciaire, dans laquelle j'entre maintenant à partir des procédures qu'on peut appeler archaïques ou primitives, c'est-à-dire celles qu'on observe dans les anciens textes juridiques du Moyen-Âge. Imaginons la loi des francs saliens ou des francs ripuaires, mais celles aussi qu'on rencontre, que les anthropologues observent dans des sociétés sans État, par exemple en Afrique, en Asie. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de fonctionnaire, quand il n'y a pas de juge nommé pour trancher le litige? Mais on observe toujours à peu près les deux mêmes modes de résolution, c'est-à-dire que le système le plus simple, c'est de négocier et de proposer une compensation. Donc, je suis accusé d'avoir volé un mouton, je suis accusé par un de mes voisins d'avoir volé un de ses moutons, je lui donne un autre mouton, voilà, par exemple, ou toute autre compensation qui est jugée acceptable par les deux parties. Ou bien, ce qui se rencontre également dans toutes les cultures d'Afrique, d'Asie, d'Occident, ou bien je m'en sors par une parole décisoire qui est une parole de serment, c'est-à-dire que je vais jurer que je suis innocent du vol de ce mouton. Et si ma parole est acceptée, eh bien, mon innocence sera établie. C'est-à-dire qu'en réalité, on a affaire à une opération qui n'est pas à proprement parler une preuve, mais une épreuve. Je suis mis à l'épreuve de produire mon dire, non pas de faire la preuve de certains faits. Cette distinction entre l'épreuve et la preuve est centrale dans la pensée de Foucault. Je ne sais pas si vous avez tous lu attentivement Foucault, mais ce problème de la distinction entre l'épreuve et la preuve revient continuellement, et Foucault est bien conscient qu'un seuil décisif est franchi au moment où on abandonne le stade de l'épreuve pour entrer dans celui de la preuve. Mais à l'occasion, Foucault a fait une expérience que j'ai refaite moi-même, c'est que ces notions-là sont très faciles à dire en français et très difficiles à traduire dans une autre langue. C'est-à-dire que dans toutes les autres langues, il y a un seul mot, je pense à l'espagnol prueba par exemple, qui dit l'un et l'autre, et quand vous parlez devant un auditoire qui n'est pas francophone, ce qui a été le cas de Foucault, puisque La vérité et les formes juridiques, c'est une série de conférences qui ont été prononcées au Brésil, eh bien, les traducteurs n'ont pas trouvé l'équivalent portugais et ont dû mettre épreuve dans le texte. J'ai eu moi-même la même question avec la traduction en espagnol de mon livre, et si on passe à l'anglais, si on passe à l'anglais, c'est pire, parce que là, evidence, proof, trial, bon, comment s'y retrouver? Soit dit en passant, c'est un nouvel indice que la langue scientifique comme langue unique, qui serait l'anglais, pose une très sérieuse limite au progrès de la pensée. Bon, je clôture cette réflexion incidente. Bon, je jure que je suis innocent du vol de ce mouton. C'est une épreuve sociale et une épreuve magique. C'est-à-dire, c'est une épreuve sociale
hein, parce qu'il faut que cette parole soit reçue, et d'ailleurs au haut Moyen-Âge on exige des co-jureurs, je ne peux pas jurer tout seul, il faut qu'il y ait des gens qui disent la parole de ce monsieur est crédible. Et oui, c'est une épreuve magique parce que j'affronte les puissances surnaturelles qui sont susceptibles de châtier, le cas échéant, un parjure, une parole fausse. Mais la vérité que je produis n'est pas une vérité factuelle, l'innocence n'est pas une vérité factuelle, parce que lorsque j'affirme que je suis innocent du vol de ce bouton, je peux vouloir dire que, en effet, ce n'est pas moi qui l'ai pris tel jour, à telle heure, à tel endroit, mais je peux aussi vouloir dire que, de mon point de vue, j'en étais propriétaire, ou que cet animal avait eu le tort de s'égarer dans mon champ et de manger mes récoltes, donc autrement dit, c'est tout à fait à mon droit que je m'en suis emparé. C'est-à-dire que l'innocence, telle qu'elle apparaît dans le serment décisoire, dans les formes définitives, dans les formes décisoires du serment, l'innocence n'est ni une notion de fait ni une notion de droit, c'est un mélange des deux. En réalité, la distinction du droit et du fait est sans pertinence pour apprécier le fonctionnement du serment. Et alors, sur le serment est venu se greffer l'ordalie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordalie ? Eh bien, en réalité, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a bien une parole du jureur qui affirme que sa thèse est vraie et juste, les deux choses, d'ailleurs, se confondant. Il y a bien une soumission de cette parole au jugement de puissance surnaturelle, mais dans l'ordalie, il y a une sorte d'actualisation de l'intervention du surnaturel, c'est-à-dire que ces puissances ne sont pas destinées à punir le parjure dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. On leur demande d'intervenir immédiatement au moment où la parole qui se veut vraie est prononcée. Et cette intervention a lieu dans une épreuve qui est mise en spectacle, qui est toujours spectaculaire. Donc il y a trois grands types d'ordalie, on peut les rattacher à quelques exceptions près à trois grands types. Il y a les ordalies du feu, donc un des membres, une partie du corps est mise en contact avec le feu d'une manière ou d'une autre. Il y a les ordalies par ingestion. Il faut ingérer, soit en personne, soit par champion. D'ailleurs, toutes ces ordalies peuvent être déléguées à des champions. Il faut ingérer une substance considérée comme plus ou moins toxique. L'ordalie du poison, qui est très répandue en Afrique, et on a des formes d'ordalie par ingestion au Moyen-Âge occidental. Ou alors ordalie par immersion. Ordalie par immersion, c'est-à-dire qu'on entre dans l'eau, on s'immerge complètement, et il faut y rester un certain temps. Alors, en fait, ces épreuves sont extrêmement répandues de par le monde. Donc on les rencontre en Europe, en Afrique, en Asie, en tout cas l'ancien monde, mettons... l'Océanie et l'Amérique, là, ne sont pas concernés, mais dans toutes les cultures d'agriculteurs de l'ancien monde, on rencontre à peu près les mêmes épreuves qui se déroulent à peu près dans les mêmes formes. Et ces épreuves sont toujours actuelles, c'est-à-dire que on peut encore voir des ordalies et même les filmer. L'anthropologie juridique peut travailler sur des films d'ordalies. Bon, je pense par exemple aux films qui ont été réalisés par Raymond Verdier dans les montagnes du Togo, chez les Kabylés, où on peut voir, son premier film est de 95, et puis il en a fait d'autres dans les années 2000, mais on peut voir le même genre d'ordalie fonctionner pour... trancher un certain nombre de litiges entre les Kabyles. Bon, comment interpréter l'ordalie ? Alors, l'interprétation de l'ordalie a été le lieu
d'un immense torrent d'ineptie. Je veux dire, les historiens, les anthropologues, les occidentaux n'ont manifestement pas compris de quoi il s'agissait, ou l'ont très mal compris, ont projeté sur l'épreuve des quantités d'idées qui sont en réalité leurs idées, et certainement pas les idées de ceux qui utilisent ces procédés. Bon, je cite de nouveau Foucault en ce qu'il était tributaire des idées reçues en son temps, mais Foucault laisse échapper quelque part que pour prouver la vérité de ce qu'on dit, il faut se noyer. Hein, c'est sa façon d'interpréter l'Ordali par immersion. Évidemment, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide, mais ça illustre ce préjugé qui est encore très répandu que tous ces gens, les gens du Moyen-Âge, les Africains, les Yi des montagnes du Yunnan, sont des êtres irrationnels, totalement dépourvus d'esprit pratique. Donc, on peut se permettre, au fond, de leur faire dire, de leur faire penser, de leur faire dire n'importe quoi et de les faire agir n'importe comment. Alors, non. Hein, non, l'Ordali, c'est une épreuve qui correspond à certaines contraintes techniques bien précises. Donc il y a un fonctionnement technique de l'Ordali qu'il est absolument indispensable de comprendre. Bon, le premier chapitre de mon livre est pratiquement consacré de manière presque exclusive à essayer de se demander comment on s'y prend, pour faire une épreuve fonctionnelle, une épreuve crédible et une épreuve efficace, c'est-à-dire susceptible de ramener autour de sa réussite ou de son échec, de ramener le sentiment d'une vérité au sein du groupe qui y assiste. Si on n'entre pas dans la technique, on ne comprend rien. Hein. Si on n'entre pas dans la technique, on ne comprend ni le succès de l'Ordali, ni la similitude des formes dans des cultures complètement différentes, ni non plus, et ici c'est important, ni non plus, ce que l'Ordali laisse derrière elle quand elle s'éteint, quand on cesse de la pratiquer, c'est-à-dire en comment cet Ordali s'intègre à notre propre histoire judiciaire. Et alors, je résume brièvement les conclusions de ce premier chapitre. Donc, ces épreuves sont toujours conçues pour présenter des chances raisonnables de réussite. Hein, donc, il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas se laisser prendre au caractère spectaculaire, quasi miraculeux, magique, qui est inhérent à ces épreuves. Il y a des chances raisonnables de réussite, et d'ailleurs, quand on prend une vision si globale que possible du phénomène, on se rend compte qu'il y a en moyenne beaucoup plus de réussite que d'échecs dans la pratique de l'épreuve. Mais il faut prendre en compte aussi que ces épreuves comportent une forte dose d'illusionnisme, c'est-à-dire là où il y a magie, l'illusionniste n'est jamais très loin, et donc celui qui organise l'épreuve, ou ceux qui organisent l'épreuve, dispose de quantité de techniques de manipulation, dont certaines sont tout à fait apparentes et d'autres le sont beaucoup moins. Hein, mais après tout, un prestidigitateur, ça fait partie de l'éthique professionnelle du prestidigitateur, ça ne jamais donner ces trucs. Bon, mais enfin, il y a des trucs. Hein, et donc la vérité judiciaire a toujours tendance à tomber du bon côté, c'est-à-dire du côté de ce que le groupe croit, ce que le groupe préfère, ou ce que les plus puissants du groupe préfèrent. Bon, ça c'est une tendance constante. Mais il y a aussi une construction culturelle de l'Ordali, c'est-à-dire que l'Ordali n'est crédible que si elle est référée à un système de pensée, ou système de croyance, ou système religieux qui l'accrédite. Et évidemment, ici c'est le plus important. C'est le plus important parce que quand on étudie le phénomène de manière générale, on se rend vite compte qu'il y a vraiment une fracture entre les sociétés polythéistes et les monothéistes. Dans les sociétés
polythéistes, disons les paganismes au sens large, les puissances qui sont invoquées par le jureur dans le serment, d'ailleurs, ou qui sont à l'œuvre dans l'ordalie, ce sont les mêmes. Ces puissances sont des cautions ou des vengeurs. Hein. C'est-à-dire que ce sont des cautions, elles garantissent la vérité du dire, elles authentifient le dire. Celui qui jure ou celui qui passe l'épreuve les appelle à l'aide. Hein. Mais en même temps, elles peuvent se retourner contre lui s'il profère une parole fausse. Donc, elles sont vengeresses. De là, une tendance observable dans toutes les cultures, hein, à mobiliser dans le serment ou dans l'ordalie des divinités qui ont une aptitude spéciale à la vengeance. Bon, par exemple, ce qu'on rencontre partout, chez les Grecs, mais aussi dans toute l'Afrique, ce sont les divinités de la terre. Les divinités de la terre qui sont très, très craintes parce que ce sont des divinités, évoquons les Érinies grecques, ce sont des divinités qui sont fécondantes mais en même temps punitives. Hein. Elles donnent la fécondité de la terre, mais c'est terrible quand justement elles ne la donnent plus. Donc la pire crainte, c'est qu'elles ne se tournent contre le groupe en desséchant la productivité, en asséchant les bienfaits de la terre. Et puis arrive le monothéisme. Donc à un moment, les hommes ont la révélation du Dieu unique, et là, on sent tout de suite qu'il y a un problème important qui est en train de se poser. C'est-à-dire ce Dieu unique, c'est un juge parfait. Hein, il est fontaine de justice. Et c'est un juge parfait, et par définition, il est seul. Il n'est pas spécialement vengeur, ni caution, mais il est en revanche parfaitement juge, ce que n'est pas la terre, ou les divinités de la terre, chez les Grecs, ou dans les ethnies africaines. Est-ce que ce juge parfait, on va pouvoir l'utiliser sur la scène judiciaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir lui demander le même service qu'on demandait aux puissances du paganisme, c'est-à-dire de cautionner la parole de tel ou tel dans un litige humain? Et alors là, si on prend les textes bibliques, si on lit dans cette perspective les textes bibliques, on se rend compte qu'il y a eu une hésitation, une tentation. Bon, après tout, si nous avons le juge idéal, le juge idéal doit pouvoir nous dire, dans le cours d'un procès, si une parole est vraie ou fausse. Hein. Donc on a des traces d'utilisation de l'ordalie dans la Bible, notamment l'épreuve des eaux amères. Mais on se rend très vite compte que si on est dans cette direction, on est sur une pente savonneuse, on entre dans le scabreux, parce que est-ce que cette justice divine peut être instrumentalisée? Est-ce qu'elle est conçue uniquement pour servir d'instrument aux hommes dans la résolution des litiges? Et là, on voit se dessiner très vite la réaction. C'est l'œuvre principale, à mon sens, du livre de Job. Attention, c'est l'idée de la transcendance. Hein. Cette justice divine, elle est inaccessible. Elle est parfaite, celle, mais elle s'exprime comme elle veut. Elle peut s'exprimer dans les événements de la vie humaine, ou elle peut s'exprimer dans l'au-delà. Mais vous ne pouvez pas, vous les hommes, mobiliser cette justice pour régler vos problèmes personnels. Je ne sais devant quel tribunal citer Dieu, dit Job. Hein, il n'est pas question de mobiliser la puissance divine pour régler des problèmes humains. Et cette ligne directrice est une ligne directrice qui traverse en fait toutes les religions issues du monothéisme, c'est-à-dire que on la retrouve dans le judaïsme. La Bible elle-même et tous les commentaires rabbiniques
vont dans le même sens. Il y a d'ailleurs une forte hostilité au miracle dans tout l'idée même de miracle dans tous les commentaires rabbiniques de la Bible, et des textes comme celui auquel je venais de faire allusion lors d'Ali des eaux amères ont été en réalité vidés de leur sens par l'interprétation rabbinique. Même tendance du côté de l'islam, hein, il n'y a pas de jugement d'Allah, c'est pas possible, on ne peut pas mobiliser Dieu dans la résolution d'un litige humain. Même attitude du côté du christianisme grec de manière absolument constante. Il y a dans la pensée des pères grecs ou des théologiens grecs l'idée de théodicée, c'est-à-dire que la justice divine doit se manifester d'une manière ou d'une autre, mais pas question de l'instrumentaliser dans un procès. Et du côté du christianisme latin, eh bien, ça a été au départ la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est le même rejet, encore que je ne suis pas sûr que les pères de l'Église latine ou les premiers conciles aient réellement eu à se prononcer sur cette question. Mais enfin, non, il n'en est simplement pas question. Personne n'affirme pendant des siècles que la justice divine pourrait servir à régler des procès humains, jusqu'à ce que se produise une rupture, qui est, je crois, la rupture décisive, qui est la rupture des temps carolingiens, qui commence à inventer le jugement de Dieu, hein, le iudicium Dei. Bon, ça, c'est la thèse que je développe, qui est que le jugement de Dieu, ce n'est pas un produit spontané de la société ou l'effet d'une superstition qui se serait répandue, c'est l'effet d'une politique. C'est l'effet littéralement d'une politique du pouvoir carolingien qui a mis en place tout un système et qui a réussi à faire prévaloir ce système dans une bonne partie de l'Europe du Nord-Ouest. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir carolingien, disons, entre Pépin le Bref et on va dire Charles le Chauve, hein, les fils de Louis le Pieux? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir carolingien? C'est un pouvoir qui n'a pas d'administration, qui n'a pas de fonctionnaires, qui ne peut pas nommer des juges. C'est un pouvoir qui a beaucoup agi par le rite. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve constamment. Donc, par exemple, les clercs de l'entourage de Charlemagne ont beaucoup fait pour uniformiser le rituel de la messe. Hein. Ce qu'on appelle le rituel romain de la messe est très largement un rituel qui a été remanié par les clercs, non pas à Rome, mais à Aix-la-Chapelle, par les clercs de l'entourage de Charlemagne. Il faut que les gens disent la messe de la même manière pour créer une uniformité dans l'ensemble de l'Empire, une uniformité qu'on serait bien incapable d'ailleurs de créer par d'autres moyens, puisqu'on en dispose guère. Mais en même temps, ce pouvoir carolingien a eu une emprise tout à fait exceptionnelle sur l'Église. Ça a même été un moment de subordination de la papauté en particulier à l'Empire, qui se manifeste sous Pépin le Bref déjà par le fait que le pape est mobilisé pour conférer au roi des Francs le sacre, et puis aussi par des phénomènes qui sont locaux, qui sont ponctuels, mais l'occupation littéralement de Rome entre 823 et 827 par Lothaire, qui met le pape en jugement. Je crois que c'est quand même la seule fois dans toute l'histoire de l'Église où le pape a été amené à se justifier et passer en jugement devant une juridiction laïque. Hein. Devant des conciles généraux, là on a d'autres épisodes, mais devant une juridiction laïque, je crois que c'est la seule fois où ça s'est produit. Donc il y a eu une capacité d'influence sur l'Église pendant une centaine d'années, une capacité d'influence d'où est sortie
d'où est sorti le jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prendre le jugement de Dieu comme une construction liturgique. Il y a l'ordalie comme mode de résolution du litige. On en garde des formes qui étaient traditionnelles et qui n'ont rien de spécialement chrétien, hein, le feu, l'ingestion, l'immersion dans l'eau, mais on leur donne une construction liturgique, c'est-à-dire qu'on mobilise le clergé, pour participer à ces épreuves et pour les accréditer. On mobilise